également la référente bien-être de Soir 22. Alors c'est un immense plaisir de vous avoir tous avec nous ce soir pour enfin rendre visibles nos maladies invisibles. Donc merci de votre présence. Depuis un an, un peu plus d'un an et demi, nous avons donc cet événement qui nous prend tellement à cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes très dans l'émotion. C'est un immense plaisir que nous avons aujourd'hui de recevoir le docteur Elena Bichoyou, qui est membre d'honneur de notre association. Et nous la remercions d'être présente à nos côtés en cette journée si importante. Docteur Bichoyou nous parlera donc de spondyarthrite, de polyarthrite et autres maladies inflammatoires. Docteur Elena, je vais commencer par la première question. Comment expliquer que la maladie de Verneuil soit une comorbidité de la spondyarthrite? La maladie Verneuil, c'est pas une comorbidité de la spondylarthrite. La maladie Verneuil, c'est la maladie qui va déclencher cette spondylarthrite comme comorbidité. Pour pouvoir diagnostiquer la maladie Verneuil, les symptômes sont évidents, sont des éruptions cutanées qui peuvent être mises en évidence assez facile et le dermatologue peut mettre assez facile le diagnostic. À côté de la spondylarthrite, on a des autres comorbidités qui sont assez importantes. C'est la maladie Crohn, c'est la rectocolite hémorragique, la spondylarthrite et les cancers cutanés, le carcinosme cellulaire et les nécroses cutanées qui sont assez souvent présents. Pour voir si cette maladie Verneuil entraîne cette comorbidité de spondylarthrite, sont les diagnostics qui se font, sont les diagnostics radiologiques et les diagnostics cliniques. Je passe déjà à la première question. Dans l'idée que pour une personne qui présente des douleurs dorsales pendant plus de 3 mois et qui a moins de 45 ans à l'apparition du symptôme, on va demander des investigations radiologiques, voir les radios et les IRM, et après on va prendre en compte des diagnostics cliniques. Au niveau de l'investigation radiologique, on a une chose à chercher, voir si la radio et l'IRM va confirmer la sacroïlite confirmée. Et à côté, on va vérifier si la personne est porteur de HLA-P27, la gène porteuse de cette maladie. Si la personne présente ces deux signes, on va passer à des critères cliniques qui sont les antécédents des douleurs dorsales inflammatoires. Si on a des gonflements totaux d'un doigt ou d'un orteil, si on a des inflammations douloureuses au niveau du talon, si à côté on trouve des inflammations oculaires, maladies inflammatoires des intestins ou des antécédents douloureux dorsales inflammatoires. On peut effectivement vérifier aussi au niveau de la prise de sang si on va trouver la protéine C réactive augmentée ou les marqueurs inflammatoires, le fibrinogène ou la vitesse de sédimentation. Ce n'est pas obligatoire que si on est porteur de HbA1c, on est aussi porteur de spondylarthrite ou de cette maladie Verneuil. Les antécédents familiales peuvent jouer un rôle, mais on a des facteurs collatéraux en ce qui concerne
l'alimentation, le mode de vie, les traitements collatéraux qui peuvent être pris. Alors, on sait que le gène HLA-D27 n'est pas obligatoire pour diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante. Pouvez-vous nous dire sur quels critères ou examens biologiques peut-on diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante, sachant que parfois il peut y avoir un retard de 8 ans sur les imageries style IRM? C'est les investigations radiologiques, comme je vous avais dit avant, vont mettre en évidence la présence d'une sacroiliite qui est confirmée. On va faire un interrogatoire à la personne, voir s'il a des douleurs au niveau du dos qui persistent plus de 3 mois, et en même temps voir quand les symptômes sont apparus la première fois, parce qu'on sache très bien, des fois on a des douleurs au niveau du dos et on attend que ça va passer. Si les investigations radiologiques vont mettre en évidence la présence de cette sacroiliite, on va vérifier si la personne est porteuse de HLA-B27. Si on a les 2 critères déjà positifs, on va continuer les examens cliniques et les interrogatoires en demandant si la personne a des antécédents familiales de spondylarthrite ou de maladie perneuille, si on a des poussées d'arthrite, si on a des poussées de psoriasis, peut être éloquent pour ça. Si il présente des inflammations au niveau des yeux, si les douleurs sont améliorées, ou des fois ça peut bien soulager avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et au niveau de prise de sang, on va chercher le marqueur CRP qui va nous montrer s'il est élevé la présence de cette spondylarthrite. En général, pour pouvoir mettre le diagnostic de spondylarthrite, on doit avoir un des 2 critères radiologiques et 2 critères cliniques. Entre les critères que je vous avais énumérés. Alors, comment gérer l'évolution d'une spondylarthrite ankylosante quand on ne tolère aucune biothérapie? Dans le premier temps, on peut essayer les anti-inflammatoires non stéroïdiens associés avec des exercices pour la posture. On sait très bien que cette maladie peut toucher la cage thoracique. En conséquence, le patient peut présenter des dyspnées, des problèmes respiratoires. C'est la raison pour laquelle on va demander qu'il fasse souvent des exercices de respiration profonde. Et en même temps, on peut ajouter à côté de anti-inflammatoire non stéroïdien le myorelaxant pour des courtes durées qui va soulager la douleur et en même temps les analgésiques opioïdes. On peut en même temps essayer d'utiliser 2 médicaments, soit la sulfasalazine, soit la méthotrexate, période assez courte aussi, qui vont aider beaucoup parce qu'ils vont réduire l'état inflammatoire. Et on peut utiliser aussi les inhibiteurs de facteurs de nécrose tumorale parce qu'à ce niveau, les douleurs dorsales avec les douleurs dorsales seront bien soulagées. Au niveau des articulations coxofémorales, les douleurs seront moins importantes et ça va permettre aux patients d'avoir des périodes d'accalmie par rapport à la période plus douloureuse. On va prendre 1 ou 2 questions du public parce qu'on a une visio avec le prochain médecin et donc on sera obligé d'être à 18h. Mais après les questions, on pourra reprendre le Dr Elena lors du cocktail qui pourra répondre aux personnes en particulier. Est-ce qu'il y a une question dans la salle?
Bonjour docteur. Vous parlez de myorelaxants, mais il me semble que c'est totalement supprimé. Les myorelaxants existent encore et on peut les administrer pour des périodes très courtes, maximum 5 jours par mois. D'accord, parce que je ne me souviens plus du nom, mais je prenais un myorelaxant depuis des années et il y a eu des abus, certains usagers en ont abusé, il a été retiré du marché et je ne me souviens plus du nom. Et effectivement. Et donc, il existe d'autres... Exact. Écoutez, je vous remercie. C'est une excellente nouvelle. Je n'ai pas la spondyloartérioclosante, mais j'ai mon épouse qui l'a, et parfois elle me dit, c'est vrai qu'il y a des génériques, des médicaments génériques qui sont proposés à la place du comment comment par rapport au traitement. Et du coup, parfois les pharmaciens sont réticents justement à mettre entre guillemets, le bon médicament. Et par contre, le médicament de substitution qui est proposé, souvent il y a des allergies telles que des vomissements ou des nausées. Donc, est-ce que des patients peuvent refuser justement le médicament de substitution qui est proposé? Oui, ils ont le droit de le refuser et demander à leur médecin traitant de marquer sur les ordonnances que le médicament ne doit pas être substitué. Je vois que c'est très très timide pour les questions. Hein. Ça n'ose pas, Cécile? Il y a pas une question? Est-ce que quelqu'un a une question Sandy, Verneuil, Inès? Une question? J'avais été sûre. Timide. Bonjour, moi ma question c'est comment trouver le bon traitement quand on est face à la maladie de Verneuil et à la spondylarthrite ankylosante. Car actuellement j'ai changé de traitement, mais il ne convient pas à la maladie de Verneuil. Est-ce que ma dermato pourra mettre une biothérapie en plus de la biothérapie que j'ai pour la spondylarthrite ankylosante? C'est un traitement qui peut être associé, mais les gros risques sont qu'en général, les biothérapies pour deux maladies peuvent entraîner des gros effets hépatotoxiques. C'est pour ça qu'en général, on évite de faire une double bithérapie pour deux maladies associées. N'hésitez pas, si vous avez des questions, après vous pourrez... Merci docteur. D'après vous, qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour vous aider à aider les patients? Qu'est-ce qu'il vous manque? Est-ce qu'il faut qu'on ouvre les places d'internes en rhumatologie, je ne sais pas, en dermatologie, enfin, qu'est-ce que d'après vous, les pouvoirs publics pourraient faire pour vous aider, pour vous accompagner? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces choses, que vous n'êtes pas assez nombreux à connaître la maladie, à la soigner? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je pense que peut-être dans le premier temps, les jeunes médecins doivent être plus informés et plus intéressés pour pouvoir arriver à connaître mieux, à essayer de laisser un peu à côté de la peur de mettre un diagnostic ou d'envoyer les patients assez rapidement vers des spécialistes qui peuvent faire plus des investigations que le cabinet médical. En même temps, peut-être la prise en charge des patients quand on le demande envers les spécialistes, si c'est possible, un peu plus rapide,
parce qu'à force d'avoir énormément de retard pour une banale radio, on ne parle pas d'une IRM, entraîne de grosses dégâts. Au niveau de dermato, je pense que c'est plus compliqué qu'au niveau radio. Les rendez-vous peuvent arriver en an. Un an de diagnostic, c'est énorme. Et c'est vrai que pour les jeunes médecins, si on ne connaît pas, on va traiter comme un abcès au début, avec une antibiothérapie qui va marcher, mais qui ne va pas faire le nécessaire pour empêcher l'évolution de cette maladie. C'est une des deux choses que je pense qu'on a besoin dans le terrain. Et après, je pense que aussi la possibilité d'avoir plus facile la collaboration avec les confrères spécialistes si le patient développe des effets indésirables à son traitement. On n'est pas obligé d'envoyer les patients à des centaines de kilomètres pour être pris en charge assez rapidement, pour éviter que leur état de santé se dégrade assez rapidement. Merci. Bonjour. Moi, je voulais demander, il y a 3 ans, j'ai fait une biothérapie pendant 3 mois avec de l'ombrelle et mon foie était malade. Donc, on a arrêté totalement la biothérapie. Et est-ce que je pourrais recommencer cette année pour essayer une autre biothérapie? Ou est-ce qu'il faut arrêter ça tout de suite? Pour pouvoir reprendre une nouvelle thérapie cette année, l'idéal c'est de passer des examens qui vont prouver que votre foie a bien régénéré, il a bien récupéré suite à votre premier traitement. Et si c'est bon, vous pouvez essayer une nouvelle biothérapie, mais je pense que l'idéal c'est en même temps d'essayer d'avoir une protection hépatique permanente, vu que déjà, une fois, on a eu cette souffrance hépatique. Bonjour. Beaucoup de patients atteints de spondylarthrite ankylosante souffrent de douleurs neuropathiques et pourtant c'est quelque chose qu'on entend peu souvent, qui est peu évoqué dans les conférences en règle générale. Je voulais savoir où on en était dans cette prise en charge de cet aspect-là. C'est vrai que la polyneuropathie, les douleurs de type neuropathie, effectivement, c'est quelque chose de laquelle on ne parle pas dans cette maladie. Et la prise en charge pour ce type de douleur, en général, on le fait de même manière comme toutes les douleurs de type neuropathie. L'effet de ce traitement n'est pas le même parce que l'origine de ce type de douleur n'est pas le même. C'est pour ça que ce sont les douleurs pour lesquelles, pour le moment, il n'y a pas une thérapie assez adaptée. Une dernière question peut-être, et puis on va se connecter en Zoom. Il y a plusieurs adhérents qui nous posent la question suivante. Imaginons qu'il n'y ait pas du tout de signe. Ce soit une spondylarthrite non radiographique, de plus en plus validée par certains rhumatologues que certains ne veulent pas entendre parler. Comment est-ce qu'on peut avancer sur ce chemin-là pour que les spondyles non radiographiques soient enfin acceptés en France? Ah ben je mets les deux en plat. Hein. Si on va arriver à faire les spécialistes à accepter les critères non radiologiques comme critères qui peuvent être pris en charge, la spondylarthrite
non diagnostiqué radiologique peut être pris en charge. Mais il faut le faire accepter les diagnostics, les signes cliniques qui peuvent être pris en charge et qui, de toute façon, sont prises à côté de tout ce qu'il y a radiologie pour pouvoir mettre avec certitude le diagnostic. Bonjour. Alors rapidement, moi je rebondis par rapport à ce que disait Karim, c'est l'occasion. Parce que je suis un peu un de ces spécimens extraterrestres. Pour qui on a diagnostiqué il y a un peu plus d'1 an maintenant une spondylarthrite non radiographique, traitée actuellement sous biothérapie, en guidation. Et voilà. Il se trouve que le traitement fonctionne, que les choses se sont quand même grandement améliorées depuis la mise en place de ce traitement. Donc c'est vrai que la question, je la partage aussi, la spondylarthrite non radiographique existe-t-elle? Je pense que oui. Je suis là. J'en suis la preuve. C'est sûr que, comme je vous avais répondu, si elle n'a pas été diagnostiquée radiologique, je pense qu'à côté, les signes cliniques que vous les avez manifestés ont permis de poser cette diagnostic. Et à côté, à force d'utiliser une biothérapie spécifique pour ça, amélioration des symptômes sont la preuve que les spondylarthrites ne sont pas diagnostiquées radiologiques, existent. Et je pense que ce sont les spondylarthrites qui échappent souvent au diagnostic, parce que les signes sont plus des signes inflammatoires et pas vraiment des signes spécifiques pour la maladie. Après, les signes cliniques, si on va les associer avec la présence de cette spondylarthrite, le HbA27, et en même temps, si à côté on a des antécédents familiaux, ça va nous permettre d'avoir plus une confirmation de ces diagnostics. Encore une dernière question. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est activité physique je voudrais savoir si dans ces pathologies, d'après vous docteur, le mouvement, l'activité physique adaptée peuvent améliorer en fait l'état de santé des patients. Je sais qu'il y a des prescriptions avec kiné, que ça aide beaucoup, mais le fait de pratiquer une activité physique sans aller jusqu'à une activité sportive, est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'il faut pousser à la prescription d'activités de ce type pour aider en fait? Oui, l'activité physique fait partie de ce traitement. On dit souvent aux patients, c'est mieux. C'est bien de faire cet exercice tous les jours, de rester allongé sur le ventre et se mettre sur les coudes pendant 10-15 minutes. Ça relaxe énormément la musculature lombaire et en même temps, ça soulage énormément les douleurs au niveau de la colonne vertébrale dorso-lombaire. C'est pour ça que l'exercice physique, comme les respirations profondes, apprendre à respirer profond pour éviter ce blocage au niveau de cavité thoracique, ont un rôle très important à côté de tout ce qu'il y a les traitements médicamenteux. Et j'imagine que l'alimentation aussi, bien sûr, ça joue énorme. C'est toujours les deux, hein, de toute façon, oui. Alimentation, rééquilibrage alimentaire, exercice, activité physique, sans aller jusqu'au sport intense, bien évidemment, parce que parfois on ne peut pas. Mais ça, ces deux points-là sont indispensables pour aller vers une amélioration de l'état de santé. C'est pour ça que dans la maladie Verneuil, vous avez beaucoup d'aliments qui sont interdits.
spécial pour éviter la progression de cette maladie. Et à côté, bon, il y a aussi essayer de réduire, voire arrêter la consommation de toxiques qui joue énormément. Il y a le sucre, il y a tout ce qu'il y a, les lipides non saturés. Et c'est aussi certains types de viande qui ne doivent pas être consommés. Il y a vraiment une liste entière avec beaucoup d'aliments qui sont complètement interdits dans cette maladie et qui jouent aussi pour la spondylarthrite. Et donc, en fait, il peut y avoir donc, des aliments interdits de façon assez générale, et même à l'ensemble de la population, j'allais dire, hein, des aliments à éviter pour rester en bonne santé, et un régime peut-être spécifique aussi en fonction de la personne, parce que chacun ne réagit pas de la même façon aux produits. Les produits laitiers peut-être à éliminer pour certains, mais pas pour tous. Ce sont des aliments qui doivent être éliminés complètement pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais après, les aliments qui peuvent être consommés vont être adaptés par rapport à chaque patient et en même temps par rapport à l'évolution de la maladie, de stade de la maladie pour pouvoir l'aider. Oui, rapidement, parce que je ne connais pas bien cette maladie, mais vous parliez que ça pouvait effectivement venir aussi de la famille, donc qu'il pouvait y avoir des je trouve plus les mots. Des antécédents familiaux. Merci, des antécédents familiaux, excusez-moi. Donc, s'agit-il bien d'une maladie génétique ou pas? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il peut y avoir un suivi des enfants pour vérifier si effectivement ils ne risquent pas de développer à leur tour cette maladie? On n'a aucune confirmation que c'est une transmission génétique parce qu'on a des patients qui sont porteuses de HbA27 et qui ne développent pas la maladie. Et en même temps, on a des personnes qui peuvent le développer. Mais une suivi, en général, quand on arrive à diagnostiquer cette maladie et aussi avec une HbA27 présente, l'idéal c'est de faire une suivi familial et aussi pour les enfants pour savoir s'ils présentent ou pas le risque de développer cette maladie. Je ne veux pas stresser Madame la Présidente parce que là on arrive à presque 18h pile. Mais vous dire que j'ai visité il n'y a pas longtemps avec le ministre de la Santé l'Institut Gustave Roussel et sur un certain service, ils sont en train de se spécialiser sur l'intelligence artificielle pour prévenir, le terme est important, les cancers du sein par exemple. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter avant que les gens ne tombent malades le risque qu'ils ont de l'être. Et je pense que cette intelligence artificielle, donc bien utilisée, bien encadrée, va pouvoir aider à détecter certaines maladies aussi avant qu'elles ne se déclenchent et permettre peut-être d'utiliser certains traitements, immunothérapiques, je ne sais pas si j'ai le bon terme, pour éviter de tomber malade. Et ça, je pense que c'est une belle porte ouverte pour la médecine, la science en général, et je voulais le dire. Il y a un espoir par rapport à cette intelligence artificielle qui est énorme devant nous. Un grand merci pour l'intervention du docteur Elena.